Est-ce que c'est bon là? Ah bah c'est parfait. Ok, bon, c'est parti. Je vous laisse la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci, merci d'organiser cet événement. Euh, ouais, aujourd'hui, ça, je vais arrêter ma caméra parce qu'on n'a pas besoin de voir ma tête. Donc, je voulais vous parler ouais, d'architecture vernaculaire et de comment est-ce qu'on peut regarder un peu différemment cette architecture vernaculaire. Voilà, c'était pour essayer de parler de thématiques qui m'intéressent, qui vous intéressent aussi manifestement, sur comment est-ce qu'on peut inventer à partir de l'architecture vernaculaire. Ça va durer en gros 50 minutes, une petite heure, quoi, grosso modo. Donc pour me présenter, merci pour la présentation. Voilà, je suis urbaniste et designer et consultant de formation, enfin urbaniste et designer de base. Et j'ai fondé un bureau d'études qui s'appelle Freyo, qui travaille sur les sujets de prise en compte du climat dans la conception. Et j'essaie de travailler dans une approche plutôt low-tech, parce que voilà, il faut inventer les alternatives au système conventionnel de conditionnement d'air, que ce soit de rafraîchissement ou de chauffage. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et je me suis intéressé à ces sujets dans le cadre de ma thèse que j'ai faite en 2020, que j'ai soutenue en 2022, qui portait sur l'histoire de la conception bioclimatique et qui s'intitulait Moduler le climat. L'idée, c'était de m'intéresser à l'histoire de ce qu'on appelle la conception bioclimatique des années 50 jusqu'aux années 80, milieu des années 80. Et dans le cadre de cette thèse, j'ai été amené à rencontrer beaucoup d'ingénieurs, d'architectes qui ont travaillé sur ces sujets de conception bioclimatique dès les années 1970, grosso modo. Donc j'ai pu récolter des entretiens, enfin voilà, avoir pas mal de témoignages sur ces sujets. Et ça a été aussi l'occasion de visiter les réalisations, donc des maisons solaires passives des années 70-80, et aussi de consulter des archives, des documents sur ces sujets, donc, notamment des publications américaines sur la conception bioclimatique qu'on disait solaire passive à l'époque. Et en fait, des choses qui m'a le plus intéressé, ça a été d'essayer de reconstituer l'histoire des techniques passives de chauffage et de rafraîchissement. Vous avez ici, par exemple, un graphique qui montre l'évolution des techniques passives de chauffage, donc les murs tombes, etc., comment ils ont pu évoluer, et les techniques de rafraîchissement ici, qui mobilisent d'autres phénomènes. Donc voilà un peu le cœur de ce que j'ai pu faire dans le cadre de ma thèse. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'architecture vernaculaire. Je vais essayer d'abord de définir ce qu'est l'architecture vernaculaire. Dans un deuxième temps, j'essaierai de vous montrer pourquoi ça me paraît intéressant de regarder l'architecture vernaculaire du point de vue de la conception bioclimatique. Comment ensuite on peut essayer d'inventer à partir de ça. Donc, je parlerai de cette idée de modèle vernaculaire. Et après, je vous essaierai de vous présenter, si j'ai le temps, une étude où en fait l'idée c'était de réactualiser un certain nombre de dispositifs vernaculaires de rafraîchissement observés dans le cadre d'une ville méditerranéenne. Donc, qu'est-ce que l'architecture vernaculaire? Alors, c'est pas une question simple, c'est une question assez difficile. Une manière de l'aborder, c'est de voir que le terme, au fait, vernaculaire, ça s'applique à plein de choses, notamment ça s'applique aussi au langage. On va parler d'un langage vernaculaire. Et en fait, le langage vernaculaire, ça désigne le mot qui va être utilisé dans une certaine région pour désigner un objet. Et une bonne illustration de ce qui est vernaculaire, par exemple, c'est le nom qu'on donne aux cabanes de pierre sèche qu'on trouve dans toute la France. Et en fait, ben, ça a des noms très différents en fonction des régions. En Bourgogne, on va appeler ça des cadoles. En Beaujolais, des cabornes, des tasses-bonnes en Haute-Loire ou des chibottes aussi. Donc, on trouve des mots très différents. On va parler de caselle, de borie, voilà. Donc, il y a plein d'autres mots que je ne connais pas. Et en fait, bah, tout ça, ce sont des noms vernaculaires voilà, qui montrent en fait que ce terme-là va être associé à une certaine construction de techniques de pierre sèche. Et en fait, voilà, le vernaculaire, c'est vraiment ça, c'est la spécificité d'un terme qui va être attaché ensuite à une certaine technique constructive. Par exemple, les bories de Gordes utilisent des techniques d'encorbellement qu'on ne trouve pas dans les cadoles de Bourgogne, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on peut désigner, comment est-ce qu'on peut définir l'architecture vernaculaire? L'art vernaculaire, ça désigne l'ensemble des constructions, des aménagements typiques d'une aire géographique, construits avec des ressources locales, sont des techniques traditionnelles. Il y a donc trois éléments hyper importants dans cette définition. C'est le fait que l'architecture vernaculaire, elle va désigner cette réalité construite qui est typique d'une zone géographique, la dépendance aussi aux ressources locales, la proximité des ressources est importante, et le fait que ce soit construit avec des techniques plutôt traditionnelles. Donc, voilà, ça renvoie plutôt à des techniques dites pré-industrielles, si vous voulez. Donc, on a des synonymes de ce terme d'architecture vernaculaire. On peut parler d'architecture traditionnelle, populaire, rurale, pré-industrielle ou sans architecte. C'est des termes qui ont chacun leur nuance, leur spécificité, mais c'est des termes qui peuvent être plus ou moins, en fait, voilà, qui peuvent désigner ce qu'on appelle par architecture vernaculaire.
l'architecture vernaculaire, elle a été étudiée par, voilà, assez abondamment dans la littérature. Vous avez le livre célèbre de Bernard Rudowski qui s'appelle Architecture sans architecte, qui a popularisé ce terme-là, qui date des années d'une exposition de 1964. Plus ancien, vous avez en France le livre Architecture populaire de Dollfuss. Donc, c'est des termes aussi, voilà, que j'évoquais, qui parlent vraiment de cette notion d'architecture vernaculaire. Et un des problèmes, quand on regarde ces ouvrages qui traitent de l'architecture vernaculaire des années 70, 60, 70, 50, c'est qu'ils ont une vision relativement déterministe de ce qu'est l'architecture vernaculaire. Vous avez par exemple ici un livre de 1960 qui essaie de mettre en corrélation la forme et les matériaux de toiture en fonction du climat. Donc il y a quelque chose d'assez déterministe dans cette approche, l'idée que finalement en regardant la carte d'un climat, je pourrais déterminer finalement presque la forme d'une construction. Et ça va même plus loin. Voilà, dans le même ouvrage, on voit, donc c'est un ouvrage qui a été écrit euh, par un designer qui s'appelle Paul-Jacques Griot. Il essaie par exemple de corréler la forme des toitures à la direction du vent dans certaines régions. Et bon, il y a des fois où ça marche plus ou moins bien, et des fois ça marche même pas du tout. Donc il y a un problème dans cette approche strictement déterministe de dire finalement un paramètre climatique, le vent ou voilà, les températures vont déterminer la forme de bâtiment. C'est un peu plus complexe que ça. Et ça, on peut l'observer aussi avec des cartes plus fines faites aujourd'hui. Vous avez ici, grosso modo, les 5 climats qu'on peut trouver en France, le climat méditerranéen, montagne, et après les océaniques plus ou moins altérés, avec juste le continental. Et si on essaie de corréler ça, par exemple, aux matériaux de toiture qui peuvent être utilisés en architecture, donc qui vont aussi être liés à la forme de la toiture, bah, on voit qu'il y a des choses qui correspondent quand même plus ou moins, voire pas du tout. Et en fait, même si on rentre dans le détail, par exemple, en Camargue, vous avez les toits de chaume des maisons, des cabanes de gardiens. En fait, elle est même pas cartographiée. Donc, on voit la limite aussi de cette approche surplombante et un peu cartographique de cette architecture vernaculaire, c'est que ben, elle peut être trop déterministe, quoi. Donc une question, un vrai problème qui reste un problème que j'ai pas du tout résolu, hein, qui reste un problème ouvert, c'est comment étudier l'adaptation climatique de l'architecture vernaculaire sans tomber dans le déterminisme, sans tomber dans le finalement, bah, d'accord, tel type de climat va déterminer telle forme. Une manière de sortir de déterminisme, c'est justement d'avoir une approche bioclimatique de cette architecture vernaculaire. Pourquoi l'approche bioclimatique? Alors, ça veut dire quoi finalement bioclimatique? Si quand on parle quand on utilise ce terme, c'est généralement qu'on veut désigner une construction qui va être construite en harmonie avec le climat. Conception bioclimatique, si on prend une définition très générale, celle qui est donnée par David Roditi par exemple, c'est l'art de construire en harmonie avec le climat. Et en fait, si on rentre un peu plus dans le détail, qu'on essaie de préciser un petit peu, parce que cette notion d'harmonie, elle peut être un peu floue, euh, l'idée, une construction bioclimatique, en fait, elle maximise l'utilisation du potentiel climatique d'un lieu pour répondre aux besoins de ses habitants, donc le chauffage, le rafraîchissement, mais aussi la lumière naturelle, l'air sain, etc. Donc, en fait, il y a une construction bioclimatique, elle dépend du climat pour répondre à un certain nombre de besoins, à une certaine part de ses besoins. Et historiquement, bah, on trouve des constructions qui illustraient justement ce phénomène-là. Vous avez ici des maisons solaires passives des États-Unis, donc de la fin des années 70. Vous avez des maisons serres, grosso modo, qui sont conçues pour capter les apports solaires et les accumuler dans des masses lourdes avec de l'inertie, notamment portée par la Terre. Ça, c'est d'autres exemples qu'on peut trouver en France à peu près analogues. Sauf que, bah oui, effectivement, quand on regarde l'architecture vernaculaire, on se rend compte qu'elle pourrait être qualifiée de bioclimatique, dans le sens où, ben, effectivement, elle maximise l'utilisation du potentiel climatique. C'est-à-dire que, ben, soit elle s'en protège quand ces éléments climatiques ne sont pas désirables. Vous avez ici, par exemple, l'image d'un village du nord de l'Espagne, qui est présenté par Rudowski, et on voit en fait toutes ces petites ouvertures au sud qui limitent justement les apports solaires, quoi. Un autre exemple aussi plus connu, ce sont les tours à vent. Ici, il y a un exemple du Bangladesh. En fait, ces tours à vent, donc, ce sont des tours qui sont orientées face au vent dominant, dans leur forme la plus simple, et qui permettent en fait d'aller ventiler des parties, donc qui vont capter le vent en hauteur pour aller ventiler des pièces en rez-de-chaussée. Et l'intérêt des tours à vent, c'est qu'elles vont prendre le vent plutôt en hauteur, là où il est plus régulier, et aussi là où il va être moins chargé en sable, parce que c'est souvent dans des climats plutôt désertiques. Donc on a le vent charrie du sable. Et en fait, parmi les gens qui ont essayé de conceptualiser la conception bioclimatique, qui ont essayé de la définir, vous avez quelqu'un qui s'appelle Victor Olgier, et en fait, il publie en 1963 un livre qui traite de la conception bioclimatique, qui essaie de proposer une méthode de travail vraiment pour essayer de concevoir à partir du climat. Et lui, il parle pas de conception bioclimatique, il parle plus généralement d'une approche bioclimatique de l'architecture, qui est à la croisée entre plusieurs champs. Il parle de climatologie, biologie, architecture, technologie. Et ce qui est très intéressant,
c'est que pour lui, en fait, l'approche bioclimatique, c'est à la fois une méthode de conception, mais c'est aussi une méthode d'étude, une méthode pour regarder en fait un bâtiment. Et on pourrait la définir comme ceci, l'approche bioclimatique, ce serait une méthode qui consiste à étudier un bâtiment ou un aménagement par référence à des facteurs ou des phénomènes climatiques. Et ça, c'est intéressant parce que tout d'un coup, c'est une espèce de méthode de travail qui évite en fait de tomber dans le déterminisme trop strict. Et cette méthode, elle va être par exemple mise en œuvre par un ingénieur qui s'appelle Raymond Ayoub, qui a travaillé notamment en zone tropicale et qui a travaillé notamment sur les constructions du centre de l'Afrique qu'on trouvait là-bas, les constructions traditionnelles. Et lui, en fait, il reformule un peu le projet d'Olger et il dit finalement, il faut étudier la fonction climatique des éléments. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est qu'il dit, il faut pas regarder la construction dans son ensemble, il faut la regarder élément par élément, si cet élément a une pertinence climatique. Et ça va être oui, ça va être non, peut-être. Et en fait, à chaque fois, il faut faire une démarche de décomposition, comme ça, d'un bâti vernaculaire pour voir s'il y a une fonction climatique ou pas qui peut être légitime et qui doit être, par exemple, conservée. Un exemple, par exemple, lui, il parle de la paille en 1960, donc il parle notamment de cette construction en paille qu'il a observée dans le centre de l'Afrique, et il dit ceci: la paille offre une protection thermique quasiment parfaite, comme autant de résistances superficielles successives. Alors, résistance superficielle successive, c'est un terme qui est un petit peu barbare, mais en fait, c'est un terme d'ingénieur. C'est un terme qui va se référer au fait que, en gros, la paille, elle immobilise une certaine couche d'air qui, en fait, crée une surface isolante et l'accumulation de paille crée justement plein de résistances superficielles qui créent une isolation intéressante. Et ce qui est très fort ici, c'est que finalement, bah voilà, Ayoub va dire, bah, si je regarde l'élément paille, l'élément toiture en paille dans ce climat, eh ben, il me paraît pertinent. Et ce qui est très très fort aussi, c'est qu'il utilise les termes de l'ingénierie pour légitimer la performance de cet élément d'architecture vernaculaire. Et ça, c'est aussi très 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 puissant parce que d'une certaine manière, il brouille un peu la hiérarchie entre ce qui est contemporain et ce qui est ancien. Il montre en fait qu'il y a une pertinence, une qualité climatique dans l'architecture vernaculaire. Quelqu'un qui va un peu systématiser ceci et qui va vraiment populariser cette approche, c'est Hassan Fathy, qui publie donc Construire avec le peuple en 1970. Et donc Hassan Fathy, c'est un ingénieur égyptien qui relate en fait dans cet ouvrage la construction d'un village qui s'appelait New Gourna en Égypte. Et dans cet ouvrage, en fait, Fathy explique comment il a voulu construire ce nouveau village en terre crue, parce que la terre crue était un matériau qui était dévalorisé à l'époque. Et toute sa démarche, justement, qui relate dans cet ouvrage, c'est qu'il va essayer de légitimer l'utilisation de la construction en terre crue, de la brique de terre crue, et notamment, il va montrer ses qualités thermiques. Et une des phrases qu'il dit dans ce livre qui est assez intéressante, donc il parle notamment de l'impertinence de construire en terre crue, et il dit ceci: la brique séchée au soleil est fort heureusement un des plus mauvais conducteurs de chaleur. Les maisons en briques de boue de Haute-Égypte restent remarquablement fraîches la majeure partie de la journée. Et voilà, Fatih, c'est quelqu'un qui va expérimenter les qualités thermiques de la terre crue, qui va faire des études au Caire notamment sur la conductivité thermique des briques de terre crue, pour montrer en fait que dans le climat chaud et sec de la Haute-Égypte, eh ben, la terre crue a sa légitimité, a sa pertinence pour ses qualités d'inertie thermique notamment. Donc c'est ça qui est assez fort, c'est que il va prouver la pertinence de cet élément construction mur terre crue, si vous voulez. Et lui, il va le mettre en œuvre dans le cadre des villages qu'il va reconstruire, donc le village de Nougourna, qui est aujourd'hui inscrit à l'UNESCO, qui va réutiliser cette brique de terre crue. Et il va aussi faire quelque chose d'assez fort. Il va notamment montrer la pertinence de la construction dite en voûte nubienne. Donc la voûte nubienne, c'est cette forme d'arc ici, qui prend la forme d'une chaînette. Donc la chaînette, c'est la courbe que prend une chaîne suspendue, et quand vous la retournez, ça vous donne une courbe en chaînette qui a une bonne distribution de charge. Et ce qui est très fort, c'est que Fatih dit, bah, finalement, la chaînette, on connaît ses propriétés mécaniques en Europe que depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, quoi. C'est les travaux de Leibniz et Huygens. Et il dit, mais en fait, la voûte nubienne, donc cette forme de voûte-là, cette forme en chaînette, eh ben, elle est pratiquée par les maçons de Nubie au moins depuis 2000 ans. Et là, c'est assez fort, c'est que finalement, les maçons avaient empiriquement découvert les qualités statiques de cette voûte de manière complètement empirique. Et d'une certaine manière, ici, il y a une espèce d'inversion de valeur. Tout d'un coup, finalement, la compréhension de la physique intuitive faite par ces maçons, eh ben, a anticipé les découvertes qui ont été faites de manière ultérieure en Europe. Donc, il inverse un peu les valeurs de la même manière qu'Ayoub. Fatih, il va aussi travailler sur d'autres choses, notamment il va montrer la qualité de certains aménagements extérieurs. Donc ici, c'est ce il photographie ça dans Construire avec le peuple, ça s'appelle un Madiafa. Un Madiafa, c'est un abri. Euh, il demande de commander, vas-y. Un Madiafa, c'est un abri. Clément, pardon de vous interrompre. On a Ouais, une personne qui est malentendante et du coup, c'est mieux d'avoir la caméra si possible, comme pour, ah, voilà. On- excusez-moi, pas Non, de mais il n'y a pas problème. de souci. Merci. Merci de nous avoir interpellés.
pas de problème. Et donc oui, donc, le Madiafa, c'est un je vais essayer d'articuler un peu ça. C'est un dispositif qui est placé à l'extérieur, et ce qui est très curieux, c'est que il est disposé de telle manière que ici, où il est face au vent, les petites ouvertures sont face au vent, et la grande ouverture est sous le vent. Et en fait, ça crée un effet venturi. Vous avez une accélération du flux d'air qui se crée ici. Et en fait, voilà, Fatih explique que, ben, intuitivement, il y avait cet effet venturi avait été découvert par les constructeurs de Nubie, et ils exploitaient ce phénomène dans le Madiafa notamment. Ça, c'est des choses qui ont pu être confirmées par la suite. Vous avez ici cette simulation en soufflerie des années 50 qui montre en fait cet effet Venturi. Quand vous avez une toute petite ouverture face au vent et une grande ouverture sous le vent, vous avez cette accélération du flux d'air qui se crée à l'entrée. Et ça, voilà, ça montre encore une fois qu'il y a une pertinence climatique de cet élément justement du Madiafa dans sa configuration de proportion des ouvertures. Alors, je me suis amusé, moi, à essayer de réactiver le Madiafa dans le cadre d'un projet que j'ai perdu. Mais voilà, une des thématiques que j'ai, c'est d'aller voir ces techniques anciennes et comment on peut les réactualiser et les intégrer à notre paysage. Donc ça questionne justement la dimension modèle, en fait. Est-ce que cette architecture vernaculaire, elle peut avoir une pertinence? Est-ce elle peut servir de modèle en termes d'invention? Et je voulais, dans ce cas-là, vous prendre en fait deux exemples qui me paraissaient importants, qui ont été étudiés notamment dans les années 70-80. Un premier exemple, c'est aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les constructions des Indiens Pueblo. Les Pueblos, c'est un ensemble de cultures indiennes qu'on retrouve notamment entre l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Donc c'est une des cultures assez complexes. Et l'habitat Pueblo, enfin la culture Pueblo, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est caractérisée par des divinités qui en fait sont des divinités qui en fait dans le folklore pueblo se nourrissent du soleil pour vivre. Vous avez ici une illustration en fait qui montre les maisons pueblo traditionnelles et cette divinité qui est perchée sur le toit et qui se nourrit du soleil. Et ce qui est très intéressant chez les pueblos, c'est que vous avez cohérence entre le culte qui était voué au soleil dans cette culture et l'architecture de cette région. Donc c'est une architecture qui est composée, donc vous voyez ici à quoi ça c'est un des villages Pueblo, le village de Taos Pueblo. Donc l'architecture Pueblo elle est caractérisée par des toits de terrasse plates qui sont en fait faits avec des simples rondins, on appelle ça des vigas. Donc c'est simplement des charpentes très très sommaires avec des solives. Donc, c'est des murs en terre crue de 50 à 60 cm d'épaisseur, avec de toutes petites ouvertures placées plutôt en hauteur pour apporter de la lumière naturelle. On est dans des climats qui sont très ensoleillés, on est à 1500 mètres, 2000 mètres d'altitude, avec 3500 heures d'ensoleillement par an. Donc, avec quand même un ensoleillement très abondant, un besoin de chauffage en hiver, mais des gros problèmes de surchauffe en été. Donc, c'est un climat qui est, si vous pouvez le qualifier, plutôt chaud et sec en termes de caractéristiques, avec quand même certains besoins de froid liés à l'altitude. Et la morphologie des pueblos aussi est caractéristique. Vous avez un habitat qui prend la forme de cellules superposées les unes sur les autres, comme on peut voir ici dans une coupe perspective. Et en fait, ces cellules-là vont être plus ou moins réparties avec différentes pièces tampons, etc. Notamment aussi des accès qui se font par la toiture. Ah, c'est pour ça qu'on voit ces échelles qui permettent d'accéder comme ça à différentes terrasses. Et voilà, c'est un espèce d'habitat qui est empilé. Et parmi les gens qui ont travaillé sur ces villages pueblos, il y a notamment Patrick Bardou et Varro-Jean Arzemagnan, qui ont créé les éditions Parenthèses et qui ont travaillé sur ce sujet. Si vous voulez voir, il y a l'ouvrage Archi de Terre qui en parle. Et cette construction donc, des pueblos, donc, elle a bien sûr une inertie thermique importante parce que vous avez ces murs en terre crue assez épais. Ça, c'est une caractéristique qui est très intéressante, qu'on retrouve dans d'autres habitats. Et ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est le fait que la morphologie des villages pueblos, si vous voulez, en fait, elle a été étudiée par un architecte qui s'appelle Ralph Knowles à la fin des 70, qui a mis en évidence, avec les moyens de l'époque, le fait que ces villages étaient conçus en fonction de la course du soleil. Donc lui, à l'époque, il n'y avait pas du tout de simulation numérique comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'héliodon. Donc il a utilisé des héliodons purement sous forme de maquettes. Donc vous avez une maquette, construisez des maquettes des villages Pueblo, et ensuite il plaçait ça face à une lampe qui simulait en fait la course du soleil. Et en fait, avec ça, il a pu mettre en évidence le fait que les constructions Pueblo voilà, les villages Pueblo étaient conçus en fonction de la course du soleil, c'est-à-dire qu'ils étaient, leur exposition favorisait le captage du soleil en été, et en fait, la morphologie faisait qu'ils étaient relativement bien protégés. Pardon, j'ai dit captage en hiver,
pardon, et leur morphologie faisait qu'ils étaient assez bien protégés de l'été. Un exemple de ça, c'est le village de Mesa Verde, dans le Colorado, qu'on appelle le village de Cliff Dwelling. Donc ça, c'est un village pueblo aussi, donc qui est ici construit en pierre, il me semble. Euh, une de ses caractéristiques, c'est que ce village pueblo, en fait, il est implanté sous un promontoire rocheux qu'on voit ici. Et en fait, on est sur une orientation ici qui est sud-ouest. Et en fait, Knowles a montré en fait que ce qui est très intéressant, c'est que le village est bien exposé aux ensoleillements, à l'ensoleillement en période hivernale. Et en été, en fait, il est bien ombragé par cette espèce d'immense promontoire rocheux. Et ce qui est très intéressant, ce que dit Knowles, c'est que finalement, les pueblos ne concevaient pas de brise-soleil, ils se servaient de cavités naturelles naturellement protégées pour construire. Donc, d'une certaine manière, c'est la géologie qui leur servait de brise-soleil. Et il va essayer de pousser cette idée justement de prise en compte de l'ensoleillement en urbanisme assez loin. Il va notamment conceptualiser un truc qui s'appelle le droit au soleil, dont on parlait beaucoup dans les années 70-80. C'est l'idée qu'en fait, il faut garantir un accès équitable à l'ensoleillement pour tous dans les villes. Et donc ça s'était directement inspiré de ce qu'il avait pu observer chez les Pueblos. Et donc, vous avez ici des maquettes qu'il a faites pour illustrer justement cette morphologie urbaine qui prendrait en compte le droit au soleil. Et ça vous donne en fait des formes très bizarres, un peu pyramidales, justement parce qu'en fait, ces pentes-là, elles sont conçues en fonction du solstice d'hiver. Donc, l'idée, c'est de garantir un ensoleillement favorable en période hivernale. Donc, voilà, il a conceptualisé toute une approche aussi de ce qu'on appelle les enveloppes solaires. En fait, la forme que doit prendre un bâtiment pour garantir un accès équitable à l'ensoleillement dans un tissu urbain. Aujourd'hui, on pourrait un peu renverser son idée de droit au soleil et dire finalement, compte tenu du changement climatique, il faudrait peut-être développer un droit à l'ombre, c'est-à-dire garantir un nombre équitable pour tous les bâtiments. C'est un sujet qui reste ouvert. Voilà, ça, c'est un exemple plutôt américain. Je vais prendre un exemple plus proche de nous, donc un exemple des Corbières. Je vais essayer de resituer la région des Corbières. Et les Corbières, c'est une région qui va être particulièrement étudiée par un architecte qui s'appelle Michel Gerbert, qui réalise en 1978 une étude sur 3 villages des Corbières, donc des petits villages vraiment en zone rurale, notamment le village de Feuillat. Et en fait, donc Gerbert va mobiliser toute une équipe pour faire des relevés des constructions traditionnelles de ces villages, faire des questionnaires auprès des habitants, des questionnaires sociologiques, c'est particulièrement intéressant. Et il va mettre en évidence un certain nombre de choses. Donc là, on est dans les Corbières, on est dans une région qui est soumise à 2 vents assez forts, la tramontane et puis le cerce aussi, qui sont 2 vents assez forts. Et Gerbert va notamment montrer, par l'étude de ce bâti vernaculaire, qu'il y avait une prise en compte de la protection au vent des ouvertures. Ça se fait par des espèces de saillies comme ça qu'on peut voir sur certaines façades. Et lui, en fait, va aussi rénover un certain nombre de constructions dans la région des Corbières, à proximité. Vous avez ici une ancienne métairie qui va reconvertir en habitat un autre bâtiment. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va réactiver un certain nombre de choses qu'il a pu observer dans le bâti traditionnel des Corbières, dans le cadre de ces rénovations. Par exemple, dans cette rénovation-ci, il va utiliser justement en fait des joues, des espèces de saillies en béton, donc pour protéger les orientations ouest, les ouvertures à l'ouest, des effets de la tramontane notamment. Donc, on pourrait concevoir des espèces de déflecteurs du vent, si vous voulez, parce qu'il avait observé ça justement dans l'architecture vernaculaire, et lui, il le réactualise avec des matériaux contemporains, donc notamment le béton armé. Il va aussi travailler sur d'autres choses, notamment des choses plus contemporaines. Il va utiliser notamment l'eau comme matériau de construction. Ici, c'est une cuve qui est remplie d'eau, qui est placée derrière cette grande serre orientée au sud pour rapporter de l'inertie thermique dans le bâtiment. Ça, l'eau, en fait, ça a été un matériau de construction assez utilisé dans les années 70-80. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout, mais voilà, c'est juste pour l'évoquer. Et une chose assez incroyable, assez forte qu'il va mettre en évidence avec cette étude faite dans les Corbières, c'est en fait l'idée qu'il y avait un mode d'habiter traditionnel dans cette construction vernaculaire qui en fait subsistait encore dans les 70-80, mais qui commençait à disparaître. Et notamment, il va mettre en évidence l'existence de chambres d'été et de chambres d'hiver. Vous avez ici l'illustration d'une maison. Donc, en fait, en faisant des questionnaires avec les habitants, eux expliquent qu'ils ont une chambre dans laquelle ils dorment en hiver et une chambre dans laquelle ils dorment en été. Et la chambre d'hiver, elle est positionnée à proximité de la cuisine, donc elle est orientée plutôt ouest, et elle est à proximité de cette cuisine pour récupérer les apports internes émis lors de la cuisson des aliments. Donc en fait, elle bénéficie de la chaleur fatale de cet espace. Et à l'inverse, la chambre d'été,
va elle être orientée complètement au nord-ouest, ici. Et en fait, on voit cette dissociation entre la chambre d'été et la chambre d'hiver, qui est en fait était fondamentale dans l'utilisation et la manière d'habiter l'architecture vernaculaire. Et cette notion en fait de déplacement de pièces d'été, pièces d'hiver, elle va être conceptualisée par deux architectes français qui s'appellent Georges et Jeanne-Marie Alexandrov, qui ont proposé le concept de nomadisme interne. Nomadisme interne, pour eux, ça va désigner cette capacité qu'avaient les habitants dans les constructions vernaculaires de se déplacer d'une pièce à l'autre en fonction de ses qualités thermiques. Et ce nomadisme interne, ils vont l'observer dans plein de constructions en zone méditerranéenne, des constructions à la fois plutôt, des constructions plutôt rurales et pauvres. Vous avez ici des exemples de palais qu'ils ont observés en Iran, où vous avez des terrasses qui sont entre l'hiver, entre la matinée et l'après-midi. Pareil ici, avec des cours qui sont différemment ombragés entre l'hiver et l'été, et puis entre la matinée et l'après-midi. Donc il y a toute une logique comme ça, ce nomadisme, il l'observe et ça apparaît être un pattern assez régulier, assez présent dans toute l'architecture vernaculaire du pourtour méditerranéen. Et cette notion de nomadisme interne, elle s'oppose en fait finalement à toute une logique de conception qui sans doute héritée de l'architecture bourgeoise, il faudrait l'étudier, mais une approche strictement fonctionnaliste des espaces, en gros qui désigne un espace égale une fonction. Et ça, typiquement, bah, on le voit dans l'architecture bourgeoise, et puis on le voit plus tard dans les constructions voilà, modernes qui vont imposer un zoning strict des espaces, finalement une pièce égale une fonction toute l'année. Ces notions de nomadisme, on les trouve dans d'autres régions, par exemple dans la vallée du Mzab, les constructions de la vallée du Mzab en Algérie qui ont été étudiées par André Ravero. Eh ben, il y a un nomadisme aussi qui est important. La journée, les habitants vont plutôt vivre dans les pièces en rez-de-chaussée pour bénéficier de l'inertie apportée par les maçonneries. Et puis la nuit, étant donné que ces maçonneries vont accumuler de la chaleur en journée, elles vont la restituer pendant la nuit. Et la nuit, les habitants vont plutôt monter sur les terrasses pour se refroidir plus rapidement par ouverture vers le ciel, par rayonnement de grande longueur d'onde. Et donc, il y a un nomadisme comme ça, rez-de-chaussée, terrasse, dans la journée. Et ça va être, voilà, ça va être lié à beaucoup de choses. Donc ici, c'est l'illustration justement de cet effet un peu néfaste de l'inertie pendant la nuit qui va accumuler la chaleur et qui va la restituer dans l'espace intérieur. Et ben, en fait, l'idée, c'est d'aller habiter sur ces terrasses. Et ça va créer tout un vocabulaire aussi esthétique des parapets. C'est-à-dire, bah, il faut pouvoir garantir l'intimité des terrasses si les personnes désirent s'y reposer pendant la nuit. Ça crée des hauteurs de parapet assez importantes avec des éléments pour pouvoir voir assis dans cette région. Donc, ça crée tout un aménagement d'espace spécifique pour la vie justement sur ces terrasses. Donc ça, c'est des dessins d'André Ravero et des photographies de sa compagne, qui montrent justement cette vie sur les terrasses. Ces notions de nomadisme, elles ont été réactualisées assez récemment dans le cadre de la dernière biennale d'architecture de Venise, parce que en fait, il y a le pavillon slovène a mené une enquête, enfin, a proposé une édition qui a restitué toute une enquête sur justement les stratégies passives de chauffage et de rafraîchissement qui existaient plutôt en Europe de l'Est. Et en fait, on y voit justement ces mêmes logiques internes, notamment bah, le fait que les poêles dans, par exemple, les constructions de Pologne ou de Russie, donc notamment les isbas russes, qui sont des constructions traditionnelles, ben, dans ces constructions, le poêle est un véritable espace de vie. Il y a des banquettes intégrées, parfois des lits intégrés. L'idée, c'est de vivre à proximité du poêle pendant la période hivernale. Donc, il y a un effet comme ça de gravité qui est créé par le point de chauffage. Il y a tout ce nomadisme des habitants qui est lié à ça. D'autres choses aussi qu'on peut trouver aussi dans nos régions, c'est bah, les lits placards, pour justement faire en sorte d'avoir des pièces qui puissent plus facilement monter en température, favoriser le chauffage des corps en période hivernale. Des choses aussi intéressantes sur la hauteur de toiture, le nomadisme entre les pièces qui vont plutôt servir en hiver, qui vont être plutôt bas de plafond, et des espaces plutôt utilisés en été. En fait, on a plusieurs étages pour essayer de jouer sur la stratification de l'air. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont mis en évidence dans cette exposition. Et une chose encore plus intéressante, parce que pour moi c'est vraiment nouveau, c'est l'utilisation de faux plafonds mobiles. Donc ici c'est l'exemple dans une maison bourgeoise de Pologne, je crois, en fait où il y a des grands draps qui sont suspendus pendant la période hivernale pour réduire le volume à chauffer et en fait voilà à pouvoir jouer sur des hauteurs sous plafond variables en fonction des saisons. Donc ici c'est une question de nomadisme, mais c'est aussi une question de geste, c'est-à-dire de geste saisonnier, de mettre en place ce faux plafond ou de l'enlever par exemple.
Alors, il y a des analogies avec ce qu'on peut connaître nous, par exemple l'utilisation des tapisseries pour corriger l'effet de parois froides des murs qu'on peut trouver dans certains châteaux ou certaines maisons bourgeoises, notamment en France. On voit cette utilisation aussi du textile et son rôle dans les qualités de correction thermique. Je check juste le temps. Et ces stratégies, par exemple, voilà, de différenciation entre espace d'été et espace d'hiver, on les retrouve dans l'architecture contemporaine, notamment une rénovation d'un appartement de 110 mètres carrés à Barcelone, réalisé par TAC Architecture. Et en fait, eux ont eu un parti pris assez intéressant de se dire finalement, on va dissocier la chambre d'été et la chambre d'hiver. Donc la chambre d'hiver est dans un volume complètement isolé, comme ça, surélevé, avec une isolation particulière au moins pour la surface. Et en fait, les espaces d'été, au contraire, sont en contact de l'inertie de ces structures béton. Donc, il y a toute l'inertie qui va être utilisée justement pour favoriser le confort en période estivale. Donc, il y a comme ça une dissociation espace d'été, espace d'hiver, avec tout un zoning qui est fait du point de vue thermique. Donc, vous avez ici cet espace d'hiver. Donc, c'est une chambre qui va être voilà, avec un volume beaucoup plus réduit. Et il y a des espaces intermédiaires pour les demi-saisons et des zones plus largement ventilées qui bénéficient de l'inertie du sol pour la partie été. Donc on retrouve ces logiques de nomadisme interne, de dissociation des espaces d'été et des espaces d'hiver dans certaines productions de l'architecture contemporaine. Et tout ça, ça amène justement à questionner comment est-ce que finalement on peut se servir de l'architecture vernaculaire comme d'une ressource, comme d'un modèle pour essayer d'inventer, et comment est-ce qu'on peut utiliser vraiment ce qu'on peut observer dans l'architecture vernaculaire, ces fonctions climatiques des éléments que j'évoquais avant, pour les intégrer, pour répondre aux enjeux de demain. Et notamment, un enjeu que je vous rappelle pas, vous connaissez sans doute, ce qui est l'enjeu du réchauffement climatique et le glissement comme ça des températures vers des maxima avec la multiplication des canicules en fréquence, en intensité et en durée. Et pour vous présenter un peu cette idée-là, voilà, comment est-ce qu'on peut inventer à partir de vernaculaire, je voulais vous présenter une étude sur laquelle j'ai travaillé, qui concernait en fait le centre-ville d'Arles, qui est protégé par un PSMB, donc un plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine de la ville d'Arles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est celle d'après, c'est que la ville d'Arles voulait installer des fontaines sur une place patrimoniale. Et en fait, ces fontaines ont reçu un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, parce qu'en fait, elles n'existaient pas initialement. Et ça a créé un conflit en fait entre la mairie d'Arles qui souhaitait installer ces fontaines et la DRAC, qui dépend des ABF. Et en fait, voilà, de ce conflit est née l'idée qu'il fallait lancer une étude sur comment adapter les centres anciens, les centres patrimoniaux à la chaleur et au changement climatique. Et donc, j'ai participé à cette étude. Et Arles, donc, c'est une ville qui a un patrimoine assez remarquable, vous avez le patrimoine antique, médiéval, etc. Et c'est une ville qui est aussi extrêmement touristique, parce que vous avez les rencontres de la photo qui s'y tiennent en période estivale. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait notamment un problème avec la chaleur parce que les lieux les plus frais, en fait, recevaient un pic de fréquentation pendant la période la plus chaude de la journée. Ici, par exemple, c'est les cryptoparties, c'est toute une partie, c'est des galeries souterraines à Arles. Et en fait, ils enregistrent des pics de fréquentation assez impressionnants entre 14h et 17h, notamment parce que les touristes vont se réfugier dans les parties les plus fraîches de la ville. Et donc, cette étude sur l'adaptation climatique de ces centres anciens, elle a été menée avec des architectes, donc Atelier Gemini, Atelier Marais, Atelier 21, qui est une association qui travaille sur la médiation des sujets climatiques, Domainscope, qui est un bureau d'études environnementales, et Véronique Mur, qui est une botaniste, qui nous a accompagnés aussi sur cette étude. Donc l'idée, c'était de se dire finalement, allons regarder comment est-ce que Arles, quel est le climat local de la ville d'Arles, et puis comment se réagit la morphologie urbaine d'Arles justement au changement climatique et au phénomène climatique. Une des premières choses qui frappe quand on regarde la ville d'Arles, c'est le fait qu'on a une morphologie qui est relativement dense, et donc on a une stratégie de rafraîchissement qui est presque évidente, mais qu'il faut rappeler, c'est le fait que les façades se protègent entre elles. C'est la protection mutuelle des façades, et on observe ça dans les villes du Maghreb aussi. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Vous avez ici une simulation du cumul d'ensoleillement, donc en gros de la quantité de soleil direct qui est reçue par le sol entre le 21 juin et le 31 août. Et ce qu'on voit, c'est que, étant donné l'étroitesse des rues, il y a certaines rues qui sont relativement bien ombragées. Ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'en fait, vous avez
des circulations piétonnes qui peuvent se faire assez facilement dans la ville. Et donc les piétons peuvent marcher à l'ombre sur une large partie de la ville. Sauf que l'étroitesse de ces rues fait qu'elles ont faible vue du ciel, un faible caviofacteur, et en fait, elles vont avoir du mal à se refroidir pendant la vie. Et c'est ce que montre cette autre simulation, c'est le fait qu'en fait, la vitesse de refroidissement du sol va être extrêmement faible dans ce bâti très dense, parce que voilà, l'étroitesse des rues ne permet pas le refroidissement du sol. Et ça a pu être mesuré dans le cadre pendant une période de canicule. Donc, il y a des mesures de température de surface qui ont été faites le 24 août 2023 à 1h du matin, donc en pleine nuit. Et pour une température de l'air de 29 degrés, la place de la République, donc la place la plus importante qui est située juste ici, eh ben, on enregistrait encore des températures qui voisinaient 30, 31, 32, voire 35 degrés à certains points. Ça, c'était des points de rejet, notamment de groupes froids de vendeurs de glace, qui avaient en fait fonctionné toute la journée et qui fonctionnaient encore à 1h du matin, et qui en fait avaient réchauffé le sol. Donc ces mesures-là venaient confirmer un peu les simulations qui montraient la difficulté qu'avait le sol à se refroidir. Aussi dans certaines zones patrimoniales. Ici, on est dans une zone entre l'amphithéâtre et les arènes. Et le problème, c'est qu'il y a une contrainte de co-visibilité du point de vue patrimonial entre les deux monuments. Et ça a imposé justement le fait de ne pas avoir d'arbres ou pas avoir d'ombrage. Et il y a un cumul d'ensoleillement qui est très important sur cette zone-là, qui est un point touristique, qui est un axe touristique majeur. Donc voilà, ça montre qu'ici, il y a un problème, mais ici, c'est la contrainte patrimoniale qui a empêché d'installer des systèmes d'ombrage. Tout ça, ça a été intégré à un diagnostic climatique d'Arles. Justement, l'idée, c'était de montrer un peu ce potentiel et ces problèmes liés à Arles. Et une des stratégies qui a été proposée à la ville, c'était de se dire finalement, mais en gros, on a cette ville d'Arles, voilà, qui aujourd'hui, voilà, a pas mal de problèmes en termes de surchauffe urbaine. Allons voir en fait comment elle pouvait se protéger de la chaleur qui existe en climat méditerranéen par le passé. On a allé voir justement des anciennes gravures, d'anciennes peintures, d'anciennes cartes postales aussi, qui montraient la ville en fait avant l'invention de la climatisation. Donc Arles, vous avez ici par exemple une gravure qui montre des alignements d'arbres qui n'existent plus aujourd'hui, notamment ce grand alignement qu'on voit ici. Et quand on va voir par exemple des vieilles peintures qui montrent d'autres villes méditerranéennes, on voit des choses assez intéressantes. Par exemple, ici, c'est une peinture qui montre Avignon au XVIIIe siècle, et on y voit en fait ces grandes toiles tendues qui ombragent intégralement la rue. Ici, c'est une gravure qui montre Nîmes aussi au XVIIIe, XIXe siècle, et en fait, on y voit ces toiles tendues qui ombragent ce qui semble être une place du marché, manifestement. Si on avance un peu dans le temps, vous avez ici une peinture qui est fin 19e, début 20e, qui montre Avignon, et on y voit encore ces grandes toiles tendues, vous voyez, qui ombragent les façades des magasins, qui ombragent une partie de la rue, etc. Et en fait, on voit cette présence du textile dans l'espace public qui est assez marquante. Si on avance encore dans le temps, on a retrouvé des vieilles cartes postales du début qui montrent Arles, et ici, par exemple, c'est une ancienne poissonnerie qui n'existe plus. Et sur cette carte postale, on voit pas mal de choses intéressantes, notamment les protections solaires, donc sous la forme de grands draps suspendus verticalement qui ombragent tout le rez-de-chaussée. On voit aussi des ouvrants qui permettent de ventiler la surface de la toiture. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces ouvrants, ils sont ouverts sur la partie ombragée de la façade et fermés sur la partie ensoleillée. Donc on voit sur cette carte postale aussi une intelligence manifestement dans l'ouverture et la fermeture de ces différents dispositifs. Donc on peut lire plusieurs choses assez cohérentes du point de vue climatique. D'autres cartes postales où on voit notamment les marquises, donc ces dispositifs qui permettent d'ombrager comme les magasins, donc avant l'invention de la climatisation, les magasins étaient abondamment ombragés, et ces marquises étaient complétées encore une fois par ces toiles tendues, dont on voit ici un exemple, enfin deux exemples, et qui permettaient encore d'améliorer l'ombrage en apportant une protection solaire verticale qui améliore encore l'efficacité du système. Et voilà, il faut se dire que quand on rentrait dans un magasin à Arles à cette époque, et pas que à Arles, hein, dans d'autres villes aussi, bah, on se baissait, on passait sous ces toiles tendues. D'autres choses aussi en termes de patrimoine végétal, vous avez ici une carte postale qui montre un ancien aliment de platane qui existait, et bah, cet aliment de platane qui a disparu aujourd'hui. Et j'avais pas de statistiques pour Arles, mais j'en avais pour Marseille, suite à une étude qui avait été faite sur le centre historique. En 75 ans, à Marseille, 50% des arbres plantés dans les espaces publics ont été abattus. Donc en gros, sur le centre historique, ils en avaient mesuré 50 000 il y a 75 ans.
Aujourd'hui, il n'y en a plus que 25 000. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez manifeste. Il y a une disparition du patrimoine arboré, malgré le fait qu'on parle de plus en plus de plantation d'arbres, etc. C'est ce qui est un problème. Ça, voilà, ça questionne aussi sur voilà, l'évolution de l'évolution de la disparition d'un certain nombre de stratégies d'ombrage. Et donc, ce qui a été proposé à la ville d'Arles, à l'issue de cette étude, ça a été de dire, bah, finalement, il faut travailler sur une trame de rafraîchissement sur différents points importants. Donc, on avait identifié différentes zones qui étaient un peu critiques. Et parmi les axes importants, c'était comment est-ce qu'on arrive à gérer une contrainte qui est assez forte à Arles, mais qui existe dans notre ville, c'est la contrainte d'encombrement du sous-sol. Donc à Arles, vous avez un sous-sol qui est très encombré. Vous avez notamment des vestiges archéologiques, vous avez aussi des réseaux, ça c'est commun à d'autres villes, et vous avez aussi des caves qui sont en débord sous la chaussée. Donc ça pose un problème, c'est-à-dire que si vous voulez désimperméabiliser ici le rez-de-façade, et ben en fait vous vous retrouvez à faire de l'infiltration dans ces caves. Donc ces caves, elles ont été creusées illégalement au XVIIe et XVIIIe siècle. Normalement, légalement, elles doivent être murées jusqu'à la limite de propriété, mais elles existent encore. Donc il y a tout cet encombrement du sol qui fait que on ne pourrait pas dire simplement plantons des arbres partout où on peut. C'est pas si simple. Et parmi les choses qu'on avait identifiées dans le diagnostic climatique, il y avait l'existence d'un vent du sud. Donc à Arles, vous avez l'existence du Mistral, bien sûr, qu'on voit ici sur la Rose des Vents. Ça, c'est la Rose des Vents du mois de juillet. Ce Mistral, espèce de vent de nord-nord-ouest, qui est assez fort. Et il y a aussi en été un vent du sud, le vent marin. Donc on voit ici sur la Rose des Vents, et qui est aussi documenté par d'autres choses, notamment par le nom de certaines rues. Vous avez là, ici ce qu'on appelle la rue de la Porte de l'Or. Et l'or, si vous voulez, dans le folklore de la ville d'Arles, enfin, c'est le nom qu'on donnait à ce vent du Sud, c'est le nom vernaculaire de ce vent du Sud. Donc on savait par le nom de cette rue qu'elle devait être bien exposée à ce vent du Sud. On a par ailleurs aussi fait des mesures pendant la période de fin août 2023. On a mis en évidence en fait, la bonne ventilation de certaines rues orientées sur l'axe nord-sud. Autre potentiel intéressant, l'existence d'un canal enterré à Arles, notamment le canal de Craponne, qui en fait est enterré ici sur une portion qui est assez peu qualifiée du point de vue paysager. Et du coup, un des axes qu'on a essayé de proposer à la ville, un axe fort, c'était de dire il faudrait arriver à déterrer le canal de Craponne à ce niveau-là, à ce niveau-ci, parce que voilà, il y a possibilité de le faire, et essayer de faire remonter la fraîcheur produite au niveau de ce canal jusque dans les zones les plus patrimoniales, notamment la place de la République qui est juste ici. Cette place de la République, en fait, elle est minéralisée, on ne peut pas y toucher, parce que c'est la place des ferias, c'est une place à l'italienne, c'est très compliqué de proposer ne serait-ce qu'un dispositif d'ombrage. Donc l'idée, c'était de dire, tiens, essayons de travailler sous l'action de ces vents du sud, on pourrait essayer de générer de la fraîcheur à cet endroit-là pour la faire remonter à proximité sur la place de la République. En coupe, ça vous donne ceci, vous avez ici le canal de Craponne qui serait déterré, et puis la fraîcheur créée par évaporation, évapotranspiration au niveau de ce canal, qui remonterait jusqu'à la place de la République. Ça reste très, très, très hypothétique, dans le sens où c'est très compliqué d'étudier les transports de fraîcheur. C'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air sur ma coupe ici qui est schématique. Et l'idée, c'est voilà, exploiter ce vent du sud, ça reste assez complexe. On pourrait aussi faire l'hypothèse qu'il existerait des brises thermiques, parce qu'on aurait une grande différence de température entre ce point du canal rafraîchi et la place de la République, qui est un peu un point de surchauffe. Donc ça, pareil, c'est très complexe à documenter, mais ça a été une hypothèse qui a été mise sur la table pour montrer à la ville d'Arles la pertinence d'ouvrir ce canal. D'autres choses qui ont été étudiées, c'est la morphologie de certaines cours, notamment ici c'est la cour d'une distillerie, pardon. Et cette cour, elle est très intéressante parce qu'elle est très étroite, elle est ombragée par un mûrier à feuilles de platane, donc qui limite les apports solaires au sol. On a des murs massifs partout. On a aussi ce qu'on pense être des remontées capillaires, des remontées d'eau au niveau des dalles ici en Opus incertum qui sont complètement poreuses. C'est pour ça qu'on a des températures de surface très faibles, même en pleine journée, malgré l'ombrage. Et donc il y avait de l'évaporation sans doute qui va se créer ici. Et la morphologie de cette cour très étroite fait que l'air frais qui est créé ici, qui est par évaporation, par l'inertie, par l'ombrage, en fait est conservé dans cette cour. Et notamment, il y a toute une logique dans les versants de toiture qui fait que l'air froid qui peut être produit à ce niveau-là, en fait, converge et tombe, si vous voulez, au fond de cette cour. Et ça, on peut l'opposer en termes de forme urbaine à d'autres formes urbaines qu'on trouve à Arles, notamment la place, enfin l'espace Van Gogh, qui est une espèce de grande place plus récente, manifestement. Et en fait, sur cette place, on trouve, enfin c'est plutôt une grande cour en fait, plutôt, on trouve une fontaine, mais la morphologie fait que l'air frais qui peut être créé par évaporation au niveau de cette fontaine est continuellement brassé par le vent, parce que voilà, en fait, il y a un mélange des volumes d'air qui est constant, quoi. Donc, en termes de morphologie urbaine,
Et pareil, beaucoup plus pertinent de valoriser cette forme de cours qui se rapproche de celle du patio méditerranéen plutôt que ce type de morphologie ici, beaucoup plus ouvert, où en fait, on n'arrive pas à créer de l'air sec, on n'arrive pas à le conserver. D'autres choses importantes, j'ai évoqué le cas de ces caves en débord sous la chaussée. En fait, elles donnent sur la rue par l'intermédiaire de soupiraux, donc vous voyez ici une photo. Et alors, bon, ça crache pas de l'air froid comme sur ma coupe, hein, j'ai un peu abusé, mais par contre, vous avez une sensation de paroi froide à proximité de ces soupiraux qui est assez intéressante, parce qu'en fait, dans ces caves, notamment, elles sont normalement en fait sur terre-plein. Vous avez pareil des remontées capillaires et de l'évaporation. Donc, vous avez ici un air qui reste relativement, température de l'air qui reste constante sur toute l'année, à condition que la cave ne soit pas cuvetée en béton, bien sûr, ce qui peut arriver. Et une des solutions qui a été proposée à la ville, c'est de dire, bah, tiens, signalons ces points de fraîcheur, parce qu'ils sont pertinents, et en fait, simplement avec du mobilier positionné devant ces soupiraux, on pourrait comme ça signaler aux piétons bah, qu'il peut s'arrêter à cet endroit-là pour se rafraîchir, au moins sentir un peu de fraîcheur dans son dos. Enfin, dernière chose qui a été mise en évidence, c'est que sur pareil d'anciennes peintures, on avait observé l'existence de crochets comme ça. Et en fait, en se renseignant auprès d'un spécialiste du patrimoine arlésien qui s'appelle Jean-Marc Bernard, il nous a expliqué en fait que ces crochets servaient à suspendre ce qu'on appelait des toiles en sparte. Les toiles en sparte, c'était des grands rideaux fabriqués avec des roseaux. Donc, les roseaux, c'est une ressource biorégionale très abondante en Camargue, hein, à Arles. Et en fait, ces toiles en sparte permettaient d'ombrager des ouvertures qui étaient mal orientées, d'ombrager aussi certaines façades. Et en fait, ça apportait un complément de protection solaire très pertinent. Et on a comme ça proposé à la ville de réactiver l'utilisation de cette toile en sparte qui a complètement disparu du paysage arlésien. Et voilà, ça fait partie des systèmes qu'on a essayé dont on a essayé de montrer la pertinence et essayer de réactiver la légitimité. Et donc, en fait, cette étude est sortie cette idée que finalement, on peut regarder le patrimoine un peu différemment, et notamment par rapport à ce qui paraît être des contraintes patrimoniales aujourd'hui et le blocage posé par ce PSMV, bah, en fait, on peut regarder différemment le passé et se dire, bah, finalement, il existait un patrimoine de protection contre la chaleur, patrimoine traditionnel, vernaculaire, qui mériterait d'être réactualisé. Donc c'est voilà, ce qui me paraît hyper important. C'est ce qu'on a essayé voilà, de porter comme message auprès de la ville et de la DRAC. C'était de dire, bah voilà, il existait ce patrimoine de protection contre la chaleur, et en fait, ce patrimoine devrait être restitué si on est véritablement dans une logique patrimoniale, en fait. Il faudrait arriver à réactualiser ce patrimoine. Et l'idée, ça a été, le message général de cette étude, c'était de se dire, l'idée, c'est de faire jouer le patrimoine contre le patrimoine, de dire, on a une approche du patrimoine aujourd'hui qui oublie en fait toutes ces techniques traditionnelles de protection contre la chaleur et qui pourraient en fait, qui mériteraient d'être réactualisées compte tenu de l'actualité climatique. Et ça, donc, ça amène justement à, voilà, à se questionner sur la place de tous ces dispositifs de protection solaire, notamment, et sur en fait la continuité qui existe entre voilà, les brises-soleil dont on voit l'utilisation de l'architecture contemporaine, mais en fait arriver à replacer tous ces dispositifs vernaculaires de protection solaire, etc., dans la grande histoire voilà, des brises-soleil, notamment, l'histoire contemporaine des brises-soleil. Et je voulais terminer par deux phrases qui me paraissent importantes et qui illustrent un petit peu le point de vue de cette étude. C'est des phrases d'un philosophe qui s'appelle Gilbert Simondon, qui me tient particulièrement à cœur. Simondon dit ceci en 1968, je crois. Il dit « Les techniques ne sont jamais complètement et toujours au passé ». Et il complète cette phrase en disant « Il faut apprendre non seulement à inventer du nouveau, mais à réinsérer l'ancien et à le réactualiser pour en faire un présent sous l'appel de l'avenir ». Et pour moi, ça me paraît être un message hyper important à porter, justement, de se dire, bah, il faut aller regarder cette architecture vernaculaire, pardon, parce qu'on peut inventer à partir de ça. Et il faut justement sortir de cette vision très linéaire du temps. En fait, bah, finalement, on est dans l'innovation et on oublie qu'on peut innover à partir de solutions pertinentes du passé. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que c'était clair. Merci Clément. On a un petit onglet Question, ouais. questions-réponses. Voilà, où on a alors peut-être que de ton côté, tu y as accès aussi. Ouais, ouais, je le vois. Voilà, La je te première laisse question, lire et si tu veux. Un type de considérer avec les exigences réglementaires. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, la question c'est est-ce qu'il y a euh, Ok, effectivement, il y a une question qui porte sur comment est-ce que on peut légitimement arriver à réactualiser des techniques vernaculaires quand on connaît les exigences, certaines contraintes réglementaires. Alors là, je partage. Alors là, la personne évoque les questions, les réglementations sismiques et cycloniques que je connais moins. J'imagine que ça porte surtout sur la zone tropicale. Euh,
c'est vrai qu'en fait, il y a cette contrainte réglementaire qui est hyper forte. En tout cas, sur le territoire métropolitain, la RE 2020 commence à remettre un petit peu, enfin voilà, a remis enfin, le doigt sur ces questions de protection solaire, etc. Ça revient effectivement. Euh, et oui, il y a aussi la question des modes, justement. En fait, c'est vrai que cette architecture vernaculaire, ça, Fatih le dit très bien, mais l'architecture vernaculaire, elle est regardée comme étant l'architecture rurale, entre guillemets, pauvre, misérable, etc. Et tout le travail de Fatih, c'est justement de dire, mettons sur pièce, montrons, grâce aux solutions actuelles, donc ça peut être des logiciels de simulation thermique, des logiciels de simulation aérolique, la mesure en laboratoire, montrons que les matériaux vernaculaires ou les techniques vernaculaires, elles ont leur pertinence, en fait. Et donc, il y a un effort à faire, mais qui ne dépend pas tellement des architectes, qui dépend aussi beaucoup des ingénieurs, c'est de se dire finalement, essayons d'arrêter de penser que l'ingénierie, l'innovation bâtiment consiste à légitimer les solutions mises sur le marché et plébiscitées par le marché. Il faut ouvrir un petit peu le champ d'investigation et aller légitimer les solutions qui ont fait leur preuve par le passé, quoi. Et donc, voilà, il y a quelque chose d'assez fort. Et pour le coup, le volet patrimonial est assez intéressant parce que dans la rénovation du bâti ancien, il y a des contraintes esthétiques, stylistiques, etc., qui font qu'on ne peut pas appliquer des solutions de rénovation conventionnelles type voilà, laine de verre BA13 et puis pompe à chaleur. On est obligé de trouver d'autres solutions. Donc il y a des terrains dans lesquels on peut arriver à se mettre un petit peu entre guillemets hors la loi, en tout cas en dehors du cadre légal, pour en fait pouvoir réactualiser en fait un certain nombre d'éléments vernaculaires. Mais en fait, c'est vrai que le principal effort, la chose la plus importante, c'est d'arriver à sortir de cette hiérarchie de valeurs qu'on a, de se dire finalement, plus c'est nouveau, mieux ça sera. Parce que voilà, c'est nouveau. Donc c'est toutes nos mentalités qu'il faut arriver à réinterroger. Et c'est vrai que dans ce cas-là, la réglementation, elle est calée sur un truc. Voilà. Mais bon, il y a des choses qui existent. Par exemple, un truc très bête, mais les assemblages traditionnels en charpente, vous n'avez pas de bureau d'études de charpente, à ma connaissance, qui sont capables de légitimer les assemblages traditionnels. C'est les compagnons qui ont dit, les compagnons du devoir, qu'on dit, ça fait des millénaires qu'on utilise l'assemblage Tenon-Mortaise, il a fait la preuve de son efficacité quand il est mis en œuvre avec tel ou tel principe relativement simple, voilà. Et pour l'instant, ça passe. Donc, il y a moyen de s'en sortir, en fait, mais il faut l'appui aussi des ingénieurs qui se penchent un peu sur le sujet, quoi. C'est une réponse un peu longue. Euh, ta, 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 ta. Quelle que soit l'évolution climatique, la clim, etc. Ah oui, une question très intéressante sur le fait que l'architecture vernaculaire est essentiellement rurale et du coup elle consomme de l'espace bâti, et quid de cette question de consommation pardon, de l'espace pas bâti, de l'espace naturel, quid de cette architecture essentiellement rurale dans le cadre de la ZAN où il va falloir densifier. Effectivement, ça c'est une question. À mon sens, quand je parlais de cette histoire, par exemple, de nomadisme interne, d'espace d'été, d'espace d'hiver, je connais relativement peu d'exemples en France, peut-être qu'il y en a, j'ignore, hein, où il y a une pratique de rénovation thermique qui a été mise en œuvre en disant, finalement, on va sortir d'un système de rénovation conventionnel et on va aller vers des systèmes d'isolation mobile, typiquement des faux plafonds temporaires, mobiles. On va bosser sur une chambre d'été, une chambre d'hiver. On va se dire qu'en été, et en fait, il y a aussi une manière d'aborder la rénovation, donc vraiment la rénovation de nos centres-villes, ça soit les centres-villes anciens ou le bâti post-Seconde Guerre mondiale. Il y a une manière différente d'aborder ces questions et voilà, rapporter de l'inertie thermique par des briques de terre crue dans le cadre d'un HLM des années 60 qui a une structure qui est suffisamment résistante à supporter la surcharge, ça peut être légitime. Donc je pense qu'il y a des moyens de contourner la chose. Effectivement, l'architecture vernaculaire, en tout cas les constructions rurales, elles étaient isolées, donc il y avait beaucoup plus. Enfin, aujourd'hui, on a des contraintes du fait d'être en ville et d'être beaucoup en ville en plus. Mais je pense qu'il y a moyen d'adapter ces solutions. Ta, 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 ta. Ah oui, effectivement, il y a des façades contemporaines totalement nues, mal orientées. Ah oui, effectivement, une question qu'on peut toujours faire, c'est marrant, c'est de mettre une photo d'une façade contemporaine et dire, à votre avis, elle est orientée comment? Et si on peut pas répondre, c'est souvent pas bon signe. Euh, Où peut-on trouver les éléments d'information concernant les vents pour bien réfléchir à un collectif de projets plus simple ou plus complexe? Alors, pour les vents, je vous conseille un site, je vais même retourner sur mon truc. Pour les vents, il y a un site américain. Alors déjà en France, on est assez mauvais. La Météo France vient de mettre en ligne ces données climatiques gratuitement. Mais ceux qui sont assez forts, c'est les Américains. Donc il y a un site qui s'appelle IEM,
Et si vous tapez IEM Wind Rose, donc rose des vents en anglais, vous tombez sur un site qui vous permet d'extraire des roses des vents de plein de stations climatiques en France. Alors, vous n'avez pas tout, hein, vous n'avez pas toutes celles de Météo France, mais vous pouvez extraire ce genre de roses des vents, et notamment les roses des vents pour tous les mois. Donc ça, effectivement, il y a tout un enjeu aussi. Je fais un peu de formation par ailleurs. C'est arriver à montrer, à expliquer, à parler de ces outils démocratiques pour connaître les vents. Une autre manière aussi de connaître les vents, c'est de poser des questions à des habitants du coin, notamment les agriculteurs. Généralement, au bout de, ils connaissent assez bien les vents locaux, quoi. Bâtir ou construire un ouvrage en utilisant une technique moderne permet-il de dire que notre ouvrage reste vernaculaire? On dit effectivement, oui, en fait, est-ce qu'on peut faire du vernaculaire avec du contemporain? Bien sûr. Effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué d'aller expliquer à un bureau d'études structure qu'on va faire un mur porteur en terre crue. Il risque de s'étouffer. Donc, il faut trouver un peu des astuces. Et effectivement, il faut pas non plus idéaliser le vernaculaire en disant on peut faire avec les matériaux du passé. On a des matériaux contemporains. Donc, pourquoi pas, voilà, on peut faire du vernaculaire et des techniques actuelles. Et notamment aujourd'hui, la grande chance qu'on a aujourd'hui, on n'arrive pas à la mesurer, c'est le fait qu'on ait des vitrages relativement performants. Le double vitrage, c'est un truc, même le double vitrage classique, hein, c'est quelque chose qui apporte une efficacité en termes d'étanchéité à l'air, d'isolation, qui est incommensurable par rapport au vitrage qui existait dans l'architecture traditionnelle. Donc, bien sûr, le but, c'est pas d'idéaliser non plus le vernaculaire, c'est d'arriver à trouver le meilleur des deux mondes. Comment envisager la réintroduction des techniques vernaculaires dans un monde de plus en plus industrialisé et normé? Normé, effectivement, il faut arriver à trouver les manières de se mettre hors normes, trouver les bureaux de contrôle suffisamment à l'écoute, faire de la rénovation, de la petite rénovation, parce que la RT existante, finalement, elle est simplement déclarative. Donc, d'une certaine manière, si vous arrivez à prouver que vous avez le niveau d'isolation par un autre moyen, c'est possible d'arriver à s'en sortir. Donc, il y a des moyens de contourner la chose. La question, c'est simplement de trouver le bon cadre légal pour le faire. Et notamment quelqu'un qui est assez fort sur ça, c'est Luc Choissac, je crois. Enfin, c'est Luc Choissac, c'est la personne qui a travaillé sur la structuration de la filière paille. Et il a fait pas mal de conférences qu'on peut retrouver, où il explique notamment la hiérarchie des documents réglementaires en architecture. Et en fait, il explique bien que les DTU, etc., les décrets, sont des documents qui ont qui ont une valeur juridique assez faible par rapport à un document, par exemple, comme l'accord de Paris, qui a une valeur légale beaucoup plus générale. Et donc, du point de vue légal, on peut se référer à des documents supérieurs, type l'accord de Paris, pour légitimer certains choix. Euh, L'autoconstruction de nos jours est-il pas le besoin de retour à l'architecture vernaculaire? L'autoconstruction, vous avez des gens qui font de l'autoconstruction en parpaing. Donc, voilà, l'autoconstruction et enfin, il y a effectivement, la question d'autoconstruction, elle est, en fait, d'une certaine manière, on peut se poser la question si une personne construit un bâtiment bien foutu, bien orienté en parpaing, avec ses propres moyens, est-ce que ça reste de l'architecture vernaculaire? C'est une question à poser parce que finalement, effectivement, il y a dans l'architecture vernaculaire l'idée que c'est produit par des habitants, c'est par des habitants qui n'ont pas forcément la compétence de constructeurs ou d'architectes, donc qui ont fait eux-mêmes. Donc ça reste à débattre, mais effectivement, c'est un bon sujet. Euh, Obtenir le support, pas de problème. Pour inclure, pouvez-nous inclure cette demande dans votre CV? Oui, si vous voulez inclure, deuxièmement, pourrions-nous inclure cette webconférence dans notre CV? Oui, j'imagine que ça pourra dans notre CV. Euh, Comment faire passer ces protections solaires amovibles suivant les saisons dans le nord du pays, où ces protections ne sont pas traditionnelles mais deviennent intéressantes au vu de l'augmentation des températures? C'est une bonne question. Du point de vue patrimonial, honnêtement, la carte postale est un super outil de travail. Allez voir les cartes postales s'il n'y a pas les protections solaires qui pouvaient exister. Essayez aussi de se dire, du point de vue de la RT 2012, donc aussi de la RE 2020, vous avez des facteurs solaires qui sont imposés pour chaque orientation, et notamment donc pour les orientations ouest, etc., vous avez des facteurs solaires obligatoires. Et donc, vous pouvez vous référer aux facteurs solaires réglementaires pour dire, voilà, là, sur cette orientation, on a obligation de porter ouvrage par n'importe quel moyen, mais il faut correspondre aux facteurs solaires réglementaires. Donc, voilà, on peut aussi s'appuyer sur la réglementation, elle n'a pas que de mauvaises choses. Et notamment, l'année dernière, la Fondation Abbé Pierre avait proposé de lancer un grand plan volet. Ils avaient constaté le fait qu'il y avait ce qu'ils appelaient des bouilloires thermiques, des bâtiments très inconfortables en période estivale, et ils disaient, bah, faut faire un grand plan volet pour installer des volets sur ces bâtiments. Et donc, notamment depuis l'année dernière, l'ANA finance l'installation de volets, de brasseurs d'air aussi, donc pour le confort d'été. Donc, il y a des choses qui existent. Existe-t-il des initiatives gouvernementales ou des incitations financières pour encourager l'utilisation des techniques de construction vernaculaire? À ma connaissance, non.
Il peut avoir des choses notamment, sur, dans certaines zones patrimoniales, vous pouvez avoir une aide qui va être mise en place, si vous êtes, par exemple, dans le cadre d'un secteur, patrimonial, d'un SPR, secteur patrimonial remarquable, site patrimonial remarquable, justement, d'un SPR. Par contre, ce qu'il y a, c'est que là, il se passe quelque chose d'assez intéressant, notamment en PACA. La DRAC PACA a lancé un appel à manifestation d'intérêt, pour toutes les villes de PACA, qui voulaient adapter leur centre ancien à la chaleur. Cet AMI est encore disponible et ça vous permet en fait de bénéficier des services de l'État, notamment le CEREMA et l'ADEME, pour en fait travailler sur l'adaptation des centres anciens à la chaleur. Donc ce truc-là est en train de sortir. Alors c'est pas de l'argent, mais c'est une aide en tout cas en nature, en moyen, qui peut être assez précieuse pour eux. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends, ouais. Ouais, ah, ça y est, une autre petite, dernière question qui arrive. Non, Non, c'est simplement une constatation. Bah, merci de vos compliments, ça me commentaire, fait voilà. j'espère que ça vous inspirera. Bon, eh bien, merci infiniment, Clément, pour ce bel exposé. Visiblement, ça a répondu à pas mal de questions, donc c'est le but, hein, de ces webconférences, donc on est ravis pour nos adhérents.